Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vraiment heureuse de vous retrouver sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. On a 1 heure à passer ensemble et je vous ai préparé 2 sujets. Le premier, eh bien, nous allons parler d'une marque. Oui, la marque laquelle? Eh bien, vous, mesdames et messieurs, vous pouvez promouvoir votre marque personnelle. C'est ce qu'on appelle le personal branding et on en parle dans un petit moment. Ensuite, on a l'interview 100% santé. On va parler des cancers gynécologiques féminins dépistables. On va faire de la prévention avec le docteur Youssef Benjeloun. Il est gynécologue. À tout de suite. Allez, on enchaîne sans transition cette fois-ci avec notre sujet autour du dépistage des cancers gynécologiques féminins, justement de la prévention. Ça, c'est très important. Ça sauve des vies. Et c'est pour ça que nous avons avec nous le docteur Youssef Benjeloun, gynécologue à Rabat. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Ça va très bien. Et vous en avez pensé quoi de ce sujet sur le personal branding, vous, en tant que médecin, justement? J'ai trouvé très intéressant et permettez-moi de faire le lien un petit peu avec ce dont on va parler maintenant. C'est que, comme on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Et on était dans la manière de véhiculer l'image de soi-même et dans un contexte professionnel, dans un contexte donc, de société. Et il ne faut pas oublier qu'on a un corps aussi qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut, notamment chez la femme, il y a une phase très importante de leur santé qu'il ne faut pas oublier, et en particulier le dépistage du cancer du sein et du col. Ça, c'est les cancers gynécologiques les plus communs, les plus fréquents au Maroc? Cancer du sein, cancer du col de l'utérus? On estime actuellement, les dernières statistiques compilées parlent de à peu près 40 000 nouveaux cas de cancer, tout confondu, au Maroc. Et parmi ces 40 000 nouveaux cas, on retrouve 20% de cancer gynécologique. D'accord. Et dans ces 20%, le cancer du sein représente 35%. Et le cancer du col vient juste après, à raison de 15%. Okay. Donc oui, chez la femme, c'est vraiment les cancers à viser en priorité dans le cas du dépistage, contrairement à l'homme, où c'est plutôt le poumon en premier rang et suivi par la prostate. Ça, tout à fait. Alors, bonne nouvelle, ces cancers les plus fréquents chez la femme sont des cancers qu'on peut prévenir et qu'on peut dépister. Tout à fait. Le cancer du col et celui du sein ont l'avantage de concerner des organes qui sont en fait superficiels. Vous voyez, le sein, c'est pas plus superficiel que la glande mammaire, qui est une glande sous-cutanée et qui est facilement abordable par la patiente elle-même. Donc elle doit apprendre un peu à s'auto-palper tous les mois, après chaque règle. Et puis chez le médecin, bien sûr, dès qu'il y a une consultation chez le médecin généraliste ou chez le médecin gynécologue, l'examen du sein est systématique et fait partie du plan national de dépistage du cancer du sein. Ok. Alors, on fait cancer par cancer. Cancer du sein, la palpation, l'autopalpation, c'est après les menstruations, c'est la semaine après. Comment ça fonctionne? On parle de juste après les règles, parce qu'en général, c'est une période où le sein ne fait pas mal. Okay. Il est un peu plus souple, donc il est un peu plus facilement examinable. Et c'est vrai que souvent, des patientes ont du mal psychologiquement à s'auto-palper. Il faut juste prendre le temps. Par peur de découvrir quelque chose? Par peur, oui, souvent par peur. Il faut leur montrer que bon, il y a une méthode à suivre et que, au contraire, le but, c'est de, si jamais il y a un nodule, une petite masse qui est palpable, ça veut dire qu'il fait déjà 10-15 mm de diamètre. Donc le résultat après traitement est de 100% de guérison à 5 ans. Si c'est un cancer? Si c'est un cancer. Bien sûr. Parce que, juste un détail, si par exemple une femme en autopalpation trouve quelque chose, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Parce que ce quelque chose ne veut pas forcément dire cancer. Il faut rassurer quand même les téléspectatrices. Bien sûr. Alors, à la suite d'une autopalpation positive, la patiente donc, va se diriger vers son médecin traitant le plus proche et ce médecin va la réexaminer et souvent on trouve des faux positifs, donc on rassure un peu la patiente. Maintenant, l'échographie est souvent disponible au niveau des cabinets médicaux, des centres de santé et aussi des hôpitaux publics.
On peut facilement, à la suite d'un examen, dans le cadre d'un examen complémentaire qui fait suite et qui est souvent informateur, on peut faire une échographie mammaire qui va déjà orienter vers soit c'est un kyste, soit c'est une masse solide, et puis ses caractéristiques, puis plus ou moins rassurer la patiente et lui demander dans la foulée de faire une mammographie. Et ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui en matière du cancer du sein, c'est la possibilité, avant même de toucher cette masse, le but, il faut bien comprendre et expliquer aux téléspectatrices, c'est qu'il ne faut pas dépasser cette taille. Celle-là, celle que vous avez dans la main. C'est-à-dire qu'à partir de 10-15 mm, c'est-à-dire cette taille, on peut palper sur un sein qui est de taille moyenne, petite, et vraiment 2 cm, même sur un gros sein, on peut arriver à dépister une masse de cette taille. Et tant qu'on n'a pas dépassé cette taille, on estime qu'on est à un stade T1, c'est-à-dire moins de 2 cm. Et aujourd'hui, il y a... Ça, c'est quand on parle vraiment, quand c'est une tumeur. Oui, disons que... C'est-à-dire qu'à l'autopalpation, on sent qu'il y a une boule dans le sein, tout simplement. On va chez le médecin, il l'examine de façon un peu plus approfondie. Je ne rentre pas dans les détails. Et il peut, grâce juste à une échographie, aller un peu plus loin et soit rassurer la patiente et lui dire de faire dans la foulée une mammographie, mais rien d'urgent. Mais tant qu'on est dans cette dimension-là, si c'est un cancer, la patiente va répondre positivement au traitement. C'est ce que vous essayez de dire, docteur. Non seulement elle va répondre positivement au traitement, mais grâce à la démarche diagnostique et thérapeutique actuelle, on va proposer la bonne arme thérapeutique à cette patiente de façon à lui garantir 100% de guérison à 5 ans. Le dépistage précoce, oui, la prévention également. Comment on fait de la prévention du cancer du sein? La prévention passe par la lutte contre les facteurs de risque. Aujourd'hui, parmi les facteurs de risque, il y a une grossesse, je veux dire, à un âge tardif. Un âge tardif, pour vous, ça veut dire quoi? Un âge tardif, c'est au-delà de 35-40 ans. Il y a aussi les antécédents familiaux, donc le facteur génétique qui n'est non négligeable. Donc dès qu'on a un facteur, un antécédent dans la famille, chez la maman ou chez la fratrie du côté maternel, la descendance maternelle, il faut se surveiller un peu plus. À ce moment-là, c'est une mammographie chaque année pour ce profil? Pas forcément, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il faut juste comprendre qu'il y a des cas qui sont sans risque, sans facteur de risque, et même dans ces cas-là, il y a des facteurs de risque environnementaux qu'il ne faut pas négliger, et il faut quand même se surveiller. Et il y en a d'autres où il y a des facteurs de risque familiaux, des facteurs de risque et à ce moment-là, il faut être beaucoup plus vigilant. Parce que c'est un cancer qui est hormonodépendant. Donc les facteurs de risque, en général, c'est des facteurs hormonaux liés aux grossesses, liés à la contraception orale, liés à la prise d'hormones. Justement, la contraception orale, est-ce qu'elle est incriminée dans les cancers du sein? Est-ce qu'elle est incriminée, oui, mais est-ce que ça a été vérifié? C'est des hormones synthétiques qui sont délivrées des fois de nombreuses années à des femmes dans un but de contraception et de façon non contrôlée. Oui, quand c'est comme ça, ça peut favoriser la survenue. Et attention à pilules et tabac, ça aussi c'est un facteur de risque. On enchaîne sur la surveillance du col de l'utérus en prévention d'un cancer, parce qu'on arrive vraiment aux dernières minutes de l'émission. Le cancer du col de l'utérus, c'est aussi un cancer gynécologique féminin fréquent et pour lequel on peut faire un dépistage précoce. Oui. Qu'est-ce qu'on a gagné à faire un dépistage précoce? Comment on peut sensibiliser les femmes à aller consulter? Aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est considéré comme un cancer sexuellement transmissible. Donc les médias en ont parlé, il y a même un vaccin. À cause du papillomavirus. Exactement. Donc aujourd'hui, on sait, et c'est prouvé, que un cancer du col de l'utérus survient en général vers la quarantaine, c'est-à-dire 10-15 ans après les premiers rapports sexuels, et pratiquement 100% des cancers, si on recherche le virus, on le trouve. Et on trouve des virus oncogènes, parce que ces virus qui s'appellent Human Papillomavirus,
c'est des virus à ADN circulaires, très petits, ubiquitaires, c'est-à-dire qui se retrouvent à grande échelle. Et les études ont montré que sur 10 femmes qui ont des rapports, donc en pleine activité génitale, on trouve que 8 sont atteintes dans les 10 premières années de leur activité par ce virus. Alors si elles sont atteintes, et si on vérifie qu'elles sont atteintes, est-ce qu'on peut prévenir, ou toutes ces femmes forcément feront un cancer du col de l'utérus? Il y a une histoire naturelle. Une fois qu'on a été contaminé par ce virus, et c'est quasi obligatoire, vous voyez que 8 sur 10, c'est quand même assez important, il faut faire un suivi, parce que dans ces 8 femmes sur 10, disons 60% vont pouvoir opérer une régression grâce à leur immunité. Naturelle. Et naturellement. Là, oui, naturellement. C'est-à-dire dans les 5 ans, si on les réexamine, on peut ne rien trouver. OK. Et les 40% restants, soit il y a une stagnation, c'est-à-dire le virus est là, mais il ne fait rien, et dans les 20%, il progresse. Et il progresse vers des formes pré-néoplasiques, puis néoplasiques. Et comment on sait si on est porteuse de ce virus ou pas? Tout en faisant, tout simplement, en faisant un frottis cervico-vaginal. Donc ça, c'est la méthode la plus classique, la plus ancienne, qui a évolué aujourd'hui. Il peut être fait en monocouche. Et ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai ramené une petite maquette d'utérus, oui. Donc pour un petit peu représenter tout cela. C'est-à-dire le frottis cervico-vaginal, il consiste à, après à racler la surface du col, comme ceci, okay. Et de l'étaler par la suite sur des lames. D'accord. D'accord. Sur des lames qu'on voit par que vous allez envoyer ensuite en laboratoire. Sur des lames qu'on fixe et qu'on envoie à un laboratoire pour un petit peu récupérer les cellules qui sont à la surface du col et les examiner sous microscope. Et le typage HPV, c'est la nouveauté donc, dans ce processus, c'est qu'on peut donc ces cellules les tremper dans un liquide et puis les étudier. Donc c'est le frottis en monocouche. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on fait un brossage donc à la surface, on trempe les cellules dans un liquide, ils sont étudiés et on recherche dans ce liquide la présence du virus. Et sinon avec le frottis, on ne recherchait pas la présence de ce virus? On a, à travers le frottis, le problème du frottis, c'est un problème de sensibilité. Il est spécifique, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé des cellules qui ne sont pas normales, c'est sûr, donc il faut aller plus loin, mais on peut avoir des faux négatifs. On a jusqu'à 50% de faux négatifs. Mais ce qui est le plus commun, c'est le frottis. C'est ce qui est le plus commun, c'est ce qui est le plus prescrit. Mais le plan national de lutte de dépistage de cancer du col, il est basé sur un examen qui est plus anglo-saxon, parce que le frottis est plutôt francophone, qui est un examen visuel. C'est l'inspection visuelle à l'acide acétique et qui commence un petit peu à se pratiquer dans les hôpitaux publics, dans les centres de santé, et qui a cet avantage d'être un peu plus sensible, tout en sachant qu'il donne un peu plus de faux positifs. Docteur Youssef Benjeloun, merci beaucoup pour votre présence avec nous sur le plateau d'On se dit tout, pour toutes vos informations à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Merci à vous pour votre fidélité, un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission avec tout son soutien et sa bonne humeur. Au plaisir de vous retrouver très vite.